Bonsoir et bienvenue dans cette édition du journal sur Télé Liban. Nous sommes ensemble pour passer en revue les principales informations de ce jour. Des frappes israéliennes meurtrières au sud, suivies d'ordres d'évacuation massive, ravivent les tensions malgré un cessez-le-feu déjà fragilisé, tandis que des initiatives spirituelles viennent tenter d'apporter un peu d'espoir. Dans le sud du Liban, les frappes israéliennes s'enchaînent. À Kfar Dounin, dans le Kaza de Bent Jbeil, une maison utilisée comme point de rassemblement des secouristes a été ciblée. Bilan, un mort et plusieurs blessés. Un drone frappe ensuite une équipe de secours venue intervenir sur place, blessant un autre secouriste. Dans la région, les bombardements se multiplient et l'artillerie touche plusieurs zones à l'est du sud. Une frappe à Maïfdoun dans le Kaza de Nabatieh a fait au moins un mort. Une zone déjà pilonnée depuis plusieurs jours, notamment autour du fleuve Litani. Face à cette intensification, la population fuit. Dans le Kaza de Saïda, des habitants quittent leur village après des menaces directes de l'armée israélienne. Car pour la première fois depuis le début de la trêve, les ordres d'évacuation s'étendent. 12 localités sont désormais concernées, y compris dans la Bekaa Ouest. Israël accuse le Hezbollah de violer le cessez-le-feu, tandis que ce dernier affirme avoir mené une attaque de drone contre les soldats israéliens. Mais au cœur de cette violence, une lueur d'espoir. Le nonce apostolique au Liban a réuni les prêtres du Sud lors d'un échange exceptionnel, une rencontre marquée par une apparition surprise du pape Léo XIV en visioconférence. Le souverain pontife a exprimé sa proximité avec les habitants du Sud, affirmant porter leur souffrance, leur peur et leur famille dans ses prières. Un geste fort, vécu comme un soutien moral essentiel dans un contexte de peur et d'incertitude. Les États-Unis suspendent leur opération militaire dans le détroit d'Ormuz dans l'espoir d'un accord avec l'Iran alors que les tensions persistent et que les marchés pétroliers restent sous pression. Un coup de frein pour tenter de relancer la diplomatie. À Washington, Donald Trump a annoncé la suspension du projet Liberté, l'opération militaire destinée à escorter les navires dans le détroit d'Ormuz. Objectif, laisser une chance aux négociations avec l'Iran. Le président américain évoque des progrès importants vers un accord tout en maintenant le blocus des ports iraniens. Sur le terrain, la situation reste pourtant tendue. Des accrochages récents en mer et des attaques attribuées à Téhéran contre les Émirats arabes unis rappellent la fragilité de la trêve. Malgré cela, Washington affirme que la phase offensive du conflit est terminée, tout en prévenant que l'armée reste prête à intervenir à tout moment. Sur les marchés, les réactions sont immédiates. Après une forte hausse liée aux tensions, les prix du pétrole régulent légèrement, mais restent élevés au-dessous des $100 le baril. Dans le Golfe, des milliers de marins restent bloqués, tandis que plusieurs navires ont pu quitter la zone sous escorte militaire. Du côté iranien, le ton oscille, entre fermeté et ouverture. Téhéran se dit prêt au dialogue, mais refuse toute pression. Et malgré cette pause américaine, l'avenir du détroit d'Ormuz reste suspendu aux négociations. En parallèle, la diplomatie s'active. À Pékin, le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, a rencontré son homologue chinois Wang Yi. Une rencontre stratégique alors que la Chine reste un acteur clé dans ce dossier, notamment en raison de sa dépendance au pétrole iranien. Un échange discret mais stratégique. À Pékin, le chef de la diplomatie iranienne Abbas Araghchi s'est entretenu avec son homologue chinois Wang Yi. Une rencontre dont les détails n'ont pas été révélés, mais qui intervient dans un contexte de forte tension entre l'Iran et les États-Unis. Au cœur des préoccupations, le détroit d'Ormuz, un passage stratégique par lequel transite une grande partie du pétrole mondial. Pour la Chine, l'enjeu est majeur. Avant la guerre, plus de 80% des exportations de pétrole iranien lui étaient destinées. Et aujourd'hui, plus que la moitié de son pétrole importé par voie maritime passe par cette route maritime cruciale. Face à la crise, Washington tente d'impliquer Pékin. Le secrétaire d'État Marco Rubio a appelé la Chine à faire pression sur Téhéran pour ouvrir le passage. Mais Pékin avance avec prudence. La Chine cherche à maintenir un équilibre délicat entre ses relations avec l'Iran et ses liens économiques avec le Golfe.
En coulisses, sa diplomatie joue un rôle clé. Elle est notamment créditée d'avoir contribué au fragile cessez-le-feu entre Téhéran et Washington. Cette rencontre intervient aussi à quelques jours d'une visite attendue de Donald Trump en Chine qui pourrait redéfinir les équilibres diplomatiques. Dans un contexte de tensions régionales et d'incertitudes économiques, Pékin s'impose ainsi comme un acteur incontournable entre médiation et intérêts stratégiques. La guerre au Moyen-Orient secoue l'économie mondiale jusqu'en Chine, où les industriels alertent sur une flambée des coûts et des perturbations de production liées à la crise énergétique provoquée par la fermeture du détroit d'Ormuz. Un conflit lointain aux conséquences bien concrètes. En Chine, la guerre en Iran commence à peser lourdement sur l'industrie. À Foshan, au cœur du puissant pôle manufacturier du Sud, les usines tournent au ralenti. En cause, la flambée des matières premières, notamment du plastique, directement lié au pétrole. Depuis la fermeture du détroit d'Ormuz par lequel transite une grande partie du pétrole mondial, les prix ont explosé. Dans certaines usines, le coût du plastique a bondi de près de 50%. Conséquence immédiate, des produits du quotidien comme les aspirateurs, les cigarettes électroniques ou encore les composants électroniques pourraient bientôt coûter plus cher. Dans la zone industrielle de Zhangmutu, les négociants évoquent des fluctuations inédites depuis des décennies. Les fabricants se ruent sur les stocks, provoquant des pénuries et une hausse brutale des prix. Pour les industriels, la situation devient critique. Certains affirment perdre de l'argent sur les commandes, tandis que les exportations ralentissent. À ces difficultés s'ajoute un autre facteur, les droits de douane américains toujours en vigueur, qui fragilisent davantage les entreprises chinoises. Dans les ateliers textiles de Canton, les commandes diminuent. Les travailleurs s'adaptent, parfois contraints d'accepter des salaires réduits ou de quitter temporairement les grandes zones industrielles. Quand les tensions montent, les commandes disparaissent, résume une ouvrière. Pour les entreprises, l'inquiétude grandit. Si le conflit se prolonge, les coûts de transport pourraient encore grimper, aggravant une situation déjà fragile. Malgré tout, certains tentent de s'adapter, en cherchant de nouveaux marchés. Mais une chose est sûre, les effets de la guerre dépassent largement le champ militaire, et en Chine, comme ailleurs, l'économie mondiale en ressent déjà les secousses. Kiev accuse la Russie d'avoir violé son cessez-le-feu unilatéral avec des dizaines de drones et des missiles, remettant en cause toute perspective de désescalade. Une trêve annoncée mais aussitôt contestée. À Kiev, le cessez-le-feu décrété par Volodymyr Zelensky est entré en vigueur à minuit. Mais quelques heures plus tard, les accusations fusent. Selon le chef de la diplomatie ukrainienne, la Russie a lancé dans la nuit 108 drones et 3 missiles contre le territoire ukrainien. Des frappes qui ont visé plusieurs régions, notamment Kharkiv et Zaporizhia, où des infrastructures ont été touchées et des civils blessés. Pour Kiev, le message est clair. Moscou rejette toute perspective de paix. Kiev accuse le Kremlin de privilégier les symboles en référence aux célébrations du 9 mai plutôt que la vie humaine. La veille déjà, les frappes russes avaient fait au moins 28 morts à travers le pays. De son côté, la Russie affirme avoir intercepté 53 drones ukrainiens au-dessus de son territoire. Une version qui ne permet pas de confirmer si Kiev a respecté sa propre trêve. Sur le plan politique, la situation reste bloquée. Volodymyr Zelensky avait annoncé ce cessez-le-feu en réponse à celui proposé par Vladimir Poutine pour les commémorations de la victoire de 1945. Mais sur le terrain, les combats se poursuivent. Et Kiev prévient, toute violation entraînera une réponse symétrique. Dans ce contexte, la trêve apparaît plus fragile que jamais et la perspective d'un véritable arrêt des hostilités semble encore une fois s'éloigner. Un an après son élection au Vatican, le pape Léon XIV voit sa diplomatie prudente bousculée par une crise ouverte avec Donald Trump sur fond de guerre et de tensions internationales. Un pape discret, rattrapé par la tempête géopolitique. À la tête de l'Église catholique depuis un an, Léon XIV avait jusqu'ici privilégié un style sobre et mesuré. Originaire des États-Unis, premier pape américain de l'histoire, il avait choisi la prudence face à Donald Trump, évitant toute confrontation directe. Pendant des mois, au Vatican, il s'est concentré sur ses priorités: lutte contre la pauvreté, justice sociale, enjeux environnementaux et dangers de l'intelligence artificielle. Mais la guerre en Iran a changé la donne.
Face aux frappes menées par Washington et Israël, le pape est sorti de sa réserve. Il dénonce une guerre revenue à la mode et juge inacceptables certaines menaces américaines. Des propos qui déclenchent une réaction immédiate de Donald Trump, qui le critique ouvertement. Malgré ces tensions, Léon XIV refuse l'escalade verbale. Son objectif, rester au-dessus du jeu politique et incarner une autorité morale universelle. Mais le bras de fer s'intensifie. Washington envoie son chef de la diplomatie, Marco Rubio, pour tenter d'apaiser les relations avec le Saint-Siège. Dans le même temps, le pape adopte un ton plus ferme sur la scène internationale, dénonçant corruption, inégalité et violation des droits humains. Un tournant pour ce pontificat, jusque-là marqué par la retenue. Reste à savoir si cette fermeté s'inscrira dans la durée. À 70 ans, Léon XIV semble prêt à s'installer dans le temps long, mais désormais sous les projecteurs d'un monde en crise. En note finale, et malgré les tensions régionales, Petra offre aujourd'hui une expérience rare et privilégiée aux visiteurs, révélant une autre facette du tourisme en Jordanie. Un site mythique, presque pour soi seul. À Petra, le calme remplace l'agitation habituelle. Devant le célèbre trésor, les visiteurs peuvent désormais profiter pleinement du lieu sans la foule. Une opportunité unique que certains ont choisi de saisir, comme Ruslana Novak, venue d'Ukraine. C'est une expérience exceptionnelle, explique-t-elle. Malgré la situation régionale, elle souligne que la Jordanie reste un pays sûr et accueillant. Même sentiment pour Constanza Venian, venue du Mexique avec sa fille. J'ai choisi le bon moment, dit-elle, ravie de découvrir Petra dans une atmosphère paisible. Pour les visiteurs, cette période permet une immersion plus authentique. Moins de monde, plus de temps pour explorer, admirer et comprendre l'histoire du site. Et sur le terrain, malgré les difficultés, les professionnels restent mobilisés. Guides, commerçants et hôteliers continuent d'accueillir les visiteurs. Avec la même hospitalité, les autorités, elles, misent désormais sur le tourisme local et sur la relance progressive. Un défi, mais aussi une opportunité de repenser le secteur, car la Jordanie conserve ses atouts majeurs, sécurité, patrimoine exceptionnel et diversité de ses paysages. De Petra au désert de Wadi Rum, dans un contexte incertain, le tourisme ne disparaît pas, il se transforme. Et pour ceux qui osent voyager, c'est peut-être le moment idéal pour découvrir ces lieux emblématiques autrement. Et voilà, c'est ici que s'achève notre journal. Merci de votre fidélité. On se retrouve demain, même heure, même antenne. Bonne soirée.